Alors, salut MKH. C'est incroyable que la première réponse, ce soit pas le OIN.org définition. J'arrive sur un article, Journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Ça roule et toi? Combattre l'islamophobie. Envoyé spécial des Nations Unies contre l'islamophobie. Putain, mais elle est où la putain de définition? Vas-y, j'en ai marre, j'ai plus envie de comprendre ce que ça veut dire islamophobie. On continue à s'arrondax. Si on empêche la circoncision, on empêche la vie juive de s'épanouir. Il a abandonné. Et je me permets d'apporter une réaction de sceptiques, militants rationalistes opposés au dogmatisme et aux idées dangereuses, surtout lorsqu'elles sont fausses, pour vous dire la chose suivante. La pratique de la mutilation des parties génitales des enfants, si jamais elle est nécessaire à la vie juive, alors peut-être qu'on devrait dire à ces gens, bah des os, pas des os, mais du coup c'est fini. Parce que nous devrions tous être d'accord sur le fait qu'il est plus important de protéger les enfants et l'intégrité de leur corps que les vieilles idées religieuses qui cherchent à leur faire du mal. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, je n'ai même pas tellement envie d'en débattre en fait. Il y a plein de choses dont on peut débattre. Et puis il y a des choses dont à un moment donné il faut dire, là c'est ma limite. Et si vous voulez mutiler des enfants, je serai contre. D'accord? En Belgique, en plus, figurez-vous, la mutilation génitale féminine est explicitement criminalisée depuis... Et ça, c'est un point important, c'est que si vous voulez mutiler des enfants, je suis contre. Et donc leur défense, c'est, mais si on mutile pas les enfants, on peut pas s'épanouir. Oh putain. C'est impossible. Et c'est pour ça que quand les mecs ils disent je peux pas ne pas condamner l'homosexualité, donc je dois condamner l'homosexualité, je ne peux pas ne pas couper le bout, je dois couper le bout, ben si, vous pouvez dire non à ces fous furieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu la semaine dernière un juif qui m'a dit écoute, moi je vais dire non au rabbin, vous devez tenir tête à ces trous du cul, vous devez leur dire non vous-même. Vous-même. Parce que moi, je ne vais pas venir devant le rabbin et défendre le zizi de votre bébé. C'est à vous de le défendre. 2001, l'article 409 du Code pénal belge vise le fait de pratiquer, de faciliter ou de favoriser toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin avec ou sans consentement. Avec aggravation lorsque la victime est mineure. Et donc en Belgique, pour vous, chers amis belges, on a choisi de ne pas protéger les petits garçons. Avec une loi qui protège explicitement et exclusivement les personnes de sexe féminin. Je me demande pourquoi, et j'espère que ce n'est pas parce qu'on voulait pouvoir dire non aux musulmans sans dire non aux juifs. J'espère que ce n'est pas ça. Je ne suis pas belge, je suis moins concerné. Ceci dit, la mutilation... Alors, c'est totalement ça. Hein. C'est ce qui est complètement assumé, à savoir comme argumentaire, à savoir que l'Allemagne voulait interdire la circoncision, mais ils se sont dit, au vu de l'historique de l'Allemagne, où on a massacré des juifs, on ne veut pas être les premiers à le faire. Le Danemark a essayé de l'interdire, et les États-Unis ont dit, si vous le faites, on fait un embargo sur le Danemark et on va faire des procès pour antisémitisme devant la Cour pénale internationale, etc. Donc voilà, carrément. Empêcher un fou furieux juif de toucher des zizi de bébé, c'est tu te prends un procès pour haine. Donc vous voyez comment le système défend les fous furieux et empêche toute forme de défense de la dignité des enfants. J'ai pas compris. Les pays nordiques voulaient le faire, mais les États-Unis ont dit non. Oui, c'est le cas du Danemark. Il y a eu un référendum. Il y a eu genre 90% de gens qui vont voter pour une loi punissant la circoncision des garçons. Et les États-Unis sont venus, ils ont mis la pression sur les citoyens qui ont poussé la loi, ils ont mis la pression sur le pays. Et du coup, la loi, elle est encore en discussion. Ils ne peuvent pas faire ça. Ben, je peux il n'y a aucun mécanisme. On a regardé le reportage et tout. Il y a eu des très... Non, ça doit être des associations américaines, mais pas les États-Unis. Non, c'était... Tu as parlé de cours international. Comment ça s'appelle? C'était comment on appelle le mec qui est dans ton pays? D'un autre pays. Premier ministre? Non. Genre le 1-1 français en Algérie. C'est le... Hein? L'ambassadeur. Et d'ailleurs, ils expliquent que c'était très drôle parce que l'ambassadeur a dit que ce serait antisémite. Je ne sais pas comment ils ont réussi à gagner, hein. Mais l'ambassadeur dit c'est antisémite et du coup, le secrétaire de l'ambassadeur dit je suis juif et ça ne me dérange pas. C'était assez drôle. Mais j'avais fait toute la vidéo et tout le reportage sur ma chaîne.
Non, parce que tu as parlé de cours international et tout. Ils veulent porter plainte. Et ils ont mis plein de pressions, je ne sais Oui. plus quoi, mais des Mais ils pressions, peuvent des pas, sanctions. c'est pas Mais qu'ils peuvent pas, j'en sais rien. Ils ont mis plein de pressions aux gens, ils ont abandonné, le Danemark a abandonné. Ça doit être encore des associations religieuses. Non, 100% c'est l'ambassadeur, que ce soit juif ou pas, j'en sais rien. Non, 100% c'est l'ambassadeur. Je me souviens d'avoir vu le reportage et tout. Tiens, attends, si tu Oui, veux. mais l'ambassadeur lui-même n'est que l'écho de ces associations. Non, mais qu'ils ont plié Parce qu'il y avait aussi devant des- la menace. Il y avait aussi des associations ou un ambassadeur d'un pays musulman qui a parlé ou un truc du genre, non? Je me souviens plus trop. Vraiment, je m'en souviens plus trop. Hein. Parce que si on n'a pas, on peut conclure alors que la principale entrave à l'interdiction de la circoncision, en tout cas dans les pays scandinavo-nordiques, c'est la religion juive dans ce cas-là. Non, c'est clair qu'il y a une très grosse pression des deux groupes, à mon avis. Mais je pense que ceux qui sont le plus influents politiquement sur ce sujet spécifique, ce que je vois dans les médias, c'est notamment des groupes juifs et des assos juifs et des rabbins. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Donc, c'est eux la plus grande entrave. Ouais, D'autant clairement, plus pour eux, c'est impossible, hein, c'est inenvisageable. Et comment faire pour lutter contre ça, alors? Je fais que ça, hein, je parle tout le temps. Hein. Bonsoir tout le monde. Salut Clem. Azul. On finit ça, tu m'as dit que tu as un sujet, on finit ça et après... Le monde entier me semble être une lutte. Voilà. Et donc abonnez-vous à la page de l'asso Le Droit au Corps, sur laquelle j'ai vu passer l'info, c'était sur X, je crois. Alors, abonnez-vous à Droit au Corps, ils sont très bien, ils font un travail très rigoureux. Bon, c'est pas aussi rigolo et cool que moi, mais c'est des militants anti-mutilation génitale et ça inclut la circoncision. Ils sont un peu timides, du coup c'est pour ça que je leur fais la pub et tout, mais si vous êtes un homme qui a été circoncis et qui veut s'en plaindre, qui veut porter plainte contre le médecin, qui veut avoir du soutien, dont la sexualité est modifiée à cause de la circoncision, c'est une association très bien pour vous accompagner sur plein de points. Ils ont tout, ils ont des avocats, des médecins, des gens pour une communauté pour parler aussi, des psychologues. Ce qui serait bien, c'est qu'un homme circoncis porte plainte contre ses parents. Et que ça aille au tribunal, jusqu'à la Cour suprême. Et s'il y a condamnation, ça peut être une jurisprudence. Non? Il y a moyen que ça arrive, on ne sait pas. Pour la circoncision, Oui, pour la circoncision, spécifiquement pour la circoncision. en fait, ce sera plus facile, effectivement. C'est entre autres pour ça que je voulais monter. En fait, pour la circoncision, enfin, je parle en France. Hein. Il se trouve que c'est même pas une exception. C'est pas une loi d'exception. On appelle ça une exception de fait. Il y en a qui disent une tolérance juridique, mais le terme exact, c'est une exception de fait. Et les exceptions de fait, ça fait partie des choses qui sont les plus facilement attaquables, parce que si c'est une exception de fait et pas une loi d'exception, ça veut dire qu'elle viole forcément quelque chose. Et dans le cas de la circoncision, elle va à l'encontre du concept que le corps humain est inviolable. En gros, que c'est de la mutilation parce qu'il n'y a pas de justification médicale. Donc il serait tout à fait possible, avec un tout petit peu de courage politique, de proposer un amendement qui ne dirait qu'une seule chose: attendu les concepts du corps inviolable et du concept de mutilation, il faut arrêter l'exception de fait et demander, comme pour l'excision, qui elle est clairement définie dans la loi comme une interdiction, faire la même chose pour les garçons, parce qu'il y a deux concepts, et le fait que le corps humain est inviolable et que la mutilation génitale n'est pas acceptée, ou la mutilation tout court n'est pas acceptée, et le fait que, par proportionnalité, si on l'a interdit pour les femmes, il faut l'interdire pour les hommes. Donc c'est tout à fait attaquable, mais il faut un tout petit peu de courage politique. Oui, mais moi je parlais vraiment d'un homme qui porte plainte contre ses parents. En plus, le côté symbolique, tu vois, Moi, j'en ai aucune idée de ce qu'il raconte là. Si politiquement ça passe pour pouvoir l'arrêter, la circoncision, qui est une chose complètement horrible,
Parce que, justement, si aujourd'hui c'est accepté, c'est parce que ils invoquent les droits de l'homme et le respect du culte. Donc, à partir du moment où tu respectes ça, euh, ils vont se placer en... Bah déjà, si t'as des gars comme les États-Unis qui sont adeptes de la chose, qui sont derrière pour porter plainte contre antisémitisme, alors que ça a rien de putain d'avoir, euh, l'antisémitisme et l'islamophobie ou je sais pas quoi, de vouloir arrêter de mutiler des enfants. Je dis, ils ont tenu jusque-là grâce à leur au droit de culte. Là, ce qu'ils viennent de dire, c'est plus au niveau des lois. Est-ce que c'est attaquable ou quoi? Mais et quelqu'un elle va vraiment faire son cheval de, je sais plus comment on dit là, pour euh, pour combattre ça. J'ai entendu aucun politique en parler. Je, je peux me tromper, mais j'ai entendu aucun politique en parler. Tu peux parfaitement porter plainte contre tes parents pour ça. Justement, parce que symboliquement, tu portes plainte contre la religion elle-même. Quand tu portes plainte contre tes parents. Et le courage qu'il te faut pour porter plainte contre tes parents, parce que j'imagine que ça doit être très, très, très compliqué, c'est le même courage qu'il faut pour aller à l'encontre d'une religion. Parce que justement, la religion utilise les parents. Exactement, et comme le sacré n'existe pas en France depuis 1905, attendu que le sacré n'existe pas, on peut pas se cacher derrière le sacré pour invoquer l'irresponsabilité. Si les parents ne sont pas irresponsables face à leur fils de l'avoir circoncis, alors la responsabilité religieuse ne peut pas être invoquée, par exemple, quand on dit que on a le droit de faire ceci aux homosexuels parce que la religion le dit. Oui, et je trouve ça bizarre parce qu'il va parler des pays scandinaves aujourd'hui. Je suis désolé, je n'ai pas entendu les pays de la cité, c'est pour ça que je dis scandinaves et nordiques depuis tout à l'heure. Parce que eux, par exemple, s'agissant du ramadan, par exemple, ils sont intransigeants. Dès qu'il y a un enfant qui n'a pas mangé, même un adolescent qui n'a pas mangé, l'affaire est portée très loin et on peut même enlever la garde des enfants. Donc c'est pour ça que je trouve bizarre. Donc ils cèdent pour la circoncision. Alors que pour le ramadan, c'est tolérance zéro. C'est fou, je savais pas. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, donc il y a vraiment une dimension juive à ça, et donc c'est l'accusation d'antisémitisme qui revient, qui fait écho miroir quelque part à l'accusation d'islamophobie. Oui. Le lobbying est très fort, hein. Même la Belgique a des problèmes avec ça. Ils ont viré deux Moël, parce que la Belgique, ils ont une règle, c'est que tu fais la circoncision avec un médecin à côté. Il y a 2 Moël, donc 2 circonciseurs rabbins, qui l'ont fait sans médecin. Et du coup, ils se sont pris un procès. Et il y a plein de gens qui disent, ouais, la Belgique, elle est antisémite, on ne peut plus s'épanouir. C'est de là, d'ailleurs, que vient cet article. Très récent, hein, il y a 2 mois. Et non, et puis s'épanouir parce qu'on mutile... soit vous le faites avec un médecin, soit vous le cassez, il n'y a pas de problème. Donc tout ça découle de là. Donc il y a une vraie pression, justement, c'est ce que je dis, c'est des autorités juives, et en plus ils manipulent et instrumentalisent des parents à la fois victimes et complices. Ils disent non mais on peut pas faire autrement, il faut qu'on coupe, tu vois. On n'a pas le choix, c'est Dieu qui a dit il faut qu'on coupe. Or c'est pas une excuse. Excuse de merde. Alors, aux États-Unis, vous savez, aux États-Unis, la circoncision n'est pas forcément religieuse. Il y a plein de gens qui font la circoncision, elle est culturelle. Mais c'était posé la question, par exemple, des insignes religieux, ou par exemple, vous savez, les petites bouclettes qu'on fait aux enfants juifs, ou le fait de porter un chapeau. Ils essayaient de comparer ça, la circoncision, à la simple transposition d'un signe ostentatoire religieux, mais porté sur le corps à jamais. Et que ça, on ne pouvait pas
le refuser aux gens. Parce que ça voulait dire que du coup, ça les sortait terre-chef de la relation avec Dieu. Et ça, c'est pareil, c'est le genre d'argument qui est utilisé en France pour maintenir l'exception de fait de la circoncision. Et c'est vraiment, c'est très bizarre. Personnellement aussi, je comprends pas comment ça peut tenir devant. Je comprends pas pourquoi le Sénat, par exemple, ne s'en est jamais offusqué. Que le Parlement s'en offusque pas, voilà, c'est des politiciens. Mais le Sénat, je comprends pas bien. Pourquoi c'est pas des politiciens? Si, c'est des politiciens, mais comme en fait, ils peuvent pas être enlevés comme ça, et c'est censé être les sages de la loi, c'est leur surnom, les sages en France, ils sont censés être un peu garants du concept même de la loi. Hein? Ça saurait, je t'ai dit, ça saurait si la sagesse était au Sénat. Ah oui, ça, jusque-là, je suis bien d'accord avec toi. Mais je te dis, dans l'absolu, dans les règles du jeu du Monopoly de la France, normalement, le système bicaméral veut que le Sénat, ce soit l'Assemblée des sages. Donc, la sûreté de leur fonction fait que leurs décisions politiques ne sont pas censées vraiment menacer leur siège. Attendu ce constat, si ça ne menace pas leur siège, ils ont moins besoin de courage politique pour faire respecter les valeurs de la loi, ou ce que la loi tente de faire pour la cohésion sociale. Donc ils sont d'accord. Oui, de fait, oui, c'est étonnant. Oui, de fait, oui, t'as raison, ils sont d'accord, parce que eux ne risquent pas grand-chose à aller contre. Et je n'ai jamais vu une motion de la part du Sénat dire « Les gars, vous seriez gentils quand même de penser à l'exception de fait de la circoncision ». Ou alors, s'il y en a une, après je dis ça, peut-être que je ne l'ai pas vu. Je pense qu'il faut faire du lobbying politique pour que les partis politiques, depuis qu'il y a des élections qui arrivent en France, qu'ils intègrent cette interdiction dans leur programme. Je pense que c'est très compliqué, mais... Il y en a rien à carrer. T'inquiète, à la fin, je vais gagner. Pour le coup, je suis pas français. Si j'étais français, je l'aurais... C'est haram la circoncision au Canada? Pardon? C'est haram la circoncision au Canada? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce que c'est légal? Je pense qu'il y a un petit peu plus de restrictions qu'en France, oui. Un petit peu plus. Mais il y a toujours moyen de circoncire. Avant qu'on passe à autre chose, Babal, je voulais, mais juste un instant, parce que tout à l'heure vous parliez de la détestation, du lien entre la On finit la vidéo et après je te laisse. Pardon. Considérer qu'en France, le dogme chrétien est un sauf-conduit pour tenir des propos homophobes qui rabaissent et qui déshumanisent une partie de la population et contribuent aux violences ordinaires, au jugement bête et méchant de tous les jours, à la honte et à un taux de suicide beaucoup plus élevé chez les jeunes LGBT qu'ailleurs, il faut faire attention parce que la liberté religieuse de défendre une morale périmée de l'âge de bronze, ça peut être revendiqué par les musulmans intégristes, par les juifs intégristes, avec le même niveau de légitimité, c'est-à-dire aucune. Dans une république laïque qui ne laisse pas les religions interférer avec nos droits, tout ça, normalement, c'est caduc. Et donc, il me semble que notre rôle, à nous militants de la pensée critique, c'est aussi d'être présents sur ce terrain-là. Voilà. Merci à Servandax. Abonnez-vous à la Tranche Oubliée qui fait du bon boulot. Finito. Finito. La vidéo est finito. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est ça, Nota Bene? Ouais, salut, Ali Bobel, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Moi, je suis invité. Ah,
la vieille, c'est juste que j'ai changé de pseudo et j'ai jamais eu l'occasion de monter chez toi, je crois que c'est la première fois. Mais on s'est déjà croisés, hein. On s'est déjà croisés sur plusieurs lives. Ok, t'es qui? Mon ancien pseudo, c'est Abou Salsa. Quelque chose? Ouais, c'est toi. Non, c'est marrant, il y a toujours les gens, des fois, ils m'écrivent un email et ils me disent on peut se parler. Je fais ouais, t'as Discord? Il me dit oui. Ok, super, donne ton Discord, putain. Donne ton Discord. En tout cas, moi, je te connais depuis bien avant TikTok. Hein. C'est-à-dire que moi, je faisais partie des fans des vidéos de la bande à Koufr FM sur YouTube. Et d'ailleurs, j'avais apostasié bien avant l'histoire de. Allez, quand c'était la mode avec Jack le Fou, etc. Tu vois, c'était bien avant. J'étais fan des vidéos que tu faisais, Hadithologie. J'adorais. Hadithologie. Tu te souviens? Ouais, c'était la bonne époque, ça. Ah ouais, c'était vraiment quelque chose. Hein. Donc voilà, on a en commun quelques amis, hein, dont bah, déjà Bébert, Nadab, ouais, c'est Ali Baba. Ah, je suis plus trop ami avec Bébert. Hein. C'est la chaîne d'Ali Baba, là. Il m'a fait à l'envers. Hein. La vidéo date de pas longtemps, hein, d'il y a 9h. Donc voilà, c'est sur Neta Bene Movies. Fait au mieux sur la traite arabo-musulmane avec un boulet idéologie copié. Ah. Ah, ça vous regarde. En tout cas, voilà. La bande de l'époque. Et t'as des news d'Apostat à faire? Sa santé va bien? Dernièrement, non, ça fait quand même quelques semaines que je ne lui ai pas parlé. Ouais, ça va, ça vient, sa santé. Ouais, j'espère qu'il s'en sort. Hein. Sa santé sans gants si, hein, lui. Ouais, c'est ça. Je suis monté parce que d'habitude j'écoute, mais je monte pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'analyse de la vidéo sur l'esclavage de notre ami historien. Là. Ça m'intéresse. Ah, Nota Bene, tu veux la faire avec moi? Nota Bene, ouais. Parce que j'aime beaucoup Nota Bene. Et franchement, je l'ai mis dans ma liste à regarder, mais je ne l'ai pas encore visionné. Donc si tu veux qu'on la regarde ensemble, ça ne me dérangerait pas. Enfin, ça me ferait plaisir. Bah, j'avais fait à l'époque la vidéo de Histoire crépue, qui disait on va parler de la traite arabo-musulmane pour ne pas en parler, pour rappeler que les méchants colonialistes occidentaux, ils étaient racistes, ils achetaient des noirs pour en faire des esclaves. Les Arabes, c'est pas pareil, ils réduisaient tout le monde à l'esclavage, ils étaient égalitaires, en plus ils étaient gentils. L'esclave, il faisait partie de la famille, il était riche, il était puissant. Et il n'a pas du tout parlé de l'esclavage jusque dans les années 2000, partout dans le monde musulman. Il n'a pas parlé de l'esclavage aujourd'hui dans le monde musulman. En fait, l'histoire de l'esclavage musulman, vraiment, c'est une immondice absolue. Et il essaie de l'occulter totalement, comme si, voilà, c'est pas grave, c'est bien, c'est gentil, c'est doux. Et il faut comprendre qu'il y a très, très, très peu de traces de cet esclavage, parce que c'est assez drôle, mais les musulmans étaient assez conscients qu'ils faisaient une immondice. Ils castraient des esclaves, ils avaient des esclaves sexuels, ils violaient, ils rachetaient des gosses, ils revendaient des gosses. C'était vraiment... c'était immonde, c'était vraiment immonde. Et il n'a pas fait ça. Donc je me dis peut-être que Nota Bene, il va corriger ça. Donc je vais regarder. Alors je ne vais pas regarder la vidéo, hein. Je ne sais pas de quoi ça parle. Mais j'attends avec impatience que quelqu'un d'intègre nous explique à quel point l'esclavage du monde musulman, aujourd'hui encore, est une immondice. Mais pour eux, ils font toujours non, mais c'est pas le vrai islam, c'était pas le vrai islam. Ouais, mais pareil, c'était pas le vrai esclavage, la traite atlantique. Il y a vraiment cette lâcheté militante dont j'espère Nota Bene ne fera pas preuve. Le connaissant, il n'est pas atteint selon moi d'un gauchisme exacerbé, donc je pense pas. Je pense qu'il va essayer d'être le plus intègre possible, le plus clair. Tu sais, c'est pas une histoire de gauchisme exacerbé, hein, c'est une histoire de lâcheté et de courage. Il y a pas tu peux être de gauche et tout à fait être courageux et dénoncer l'esclavage musulman. Il n'y a aucun problème à ça. Alors, je vous mets à l'écran. Voilà. On commence, c'est parti.
Sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Google, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres encore. Les podcasts Nota Bene, c'est une autre manière d'écouter un peu d'histoire partout, dans les transports ou en sirotant d'idées. Retrouvez tous les entretiens avec des historiens ainsi que des épisodes parfois inédits avec des programmes enregistrés spécialement pour nous. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire ou une note sur votre appli, ça permet de faire remonter le programme dans les algos. Merci à tous et bon épisode. Plus de 12 millions d'êtres humains ont été déportés à travers l'Atlantique entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. J'en ai marre. Tous les mecs qui parlent d'esclavage arabo-musulman, ils commencent par nous rappeler que les États-Unis c'était quand même bien pire, hein. Oh putain, mais pourquoi tu parles toujours d'islam? Pourquoi tu parles jamais des juifs? Attends, je vais remettre ma kippa. Allez, c'est parti. Presque 6K, Mikash. Ce phénomène, De mon côté, en tout cas. parce que vous l'avez appris à l'école. On a Incroyable. même fait des films, des Je sais séries, pas comment tu des fais, films. là. Et c'est un drame terrible qu'on appelle la traite atlantique. Ah, donc peut-être je me trompe, peut-être il dit ce phénomène, vous le connaissez parce qu'on l'apprend à l'école et dans les livres, mais que la traite arabo-musulmane, on le connaît pas, et ça c'est très grave. Là, ce serait courageux, là franchement, je dirais ma kippa. Tu tapotes. Ok. Mais ce qu'on Fais-toi se demande, plaisir. c'est qu'au même moment, et même bien Merci. avant, une autre traite massive a existé. Une traite qui a duré plus de 12 siècles. Une traite qui a concerné des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Et ben juste pour ça, bravo Nota Bene, parce que c'est vrai. Vraiment, juste cette phrase, c'est-à-dire faire un jugement de valeur sur cette traite immonde, et je crois qu'il l'a dit, je vais le remettre. Qui a concerné des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Tout existe. C'est qu'au même moment, et même bien avant, une autre traite massive a existé. Une traite qui a duré plus de 12 siècles. Une traite qui a concerné des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Une traite qui reliait l'Afrique subsaharienne au nord de l'Afrique, au Proche-Orient et à d'autres régions des mondes musulmans. Ah bon, juste pour ça déjà, c'est bien. C'est une bonne intro factuelle et qui respecte le sujet et qui respecte un peu la mémoire de toutes les victimes de cette traite. Donc je donne 2 points babal pour Nota Bene. Voilà, c'est la première fois que je vois quelqu'un traiter le sujet intègrement et sans parti pris, Marion Maréchal, nanana. Ah, donc si on devait parler de virilité, Nota Bene est beaucoup plus viril que l'histoire crépue à ce stade de la vidéo. C'est ce qu'on appelle souvent la traite dite islamique. Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire parce que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé d'aborder le sujet. Et si, dès le départ de cet épisode, j'évoque la traite atlantique, c'est parce que quand on parle de la traite islamique, c'est toujours pour la comparer ou l'opposer à la traite atlantique. Alors, est-ce qu'on peut vraiment comparer? On va rentrer au fond de ce sujet vraiment pas joyeux pour tenter d'y voir plus clair. Alors, si on veut comparer, bah non, de toute façon, c'est 2 trucs différents. De toute façon, quand tu as une pratique humaine, elle est différente partout sur Terre. Donc la traite, de toute façon, des esclaves chinois était très différente de la traite des esclaves arabes et musulmans, et très différente de la traite des cathos ou des serpents, tout ce que tu veux. Si on veut parler du sujet en soi, Oula. C'est quoi ça? C'est quoi cette voix? Gros souci avec le son, il y a un Ouais, gros souci. il avait un souci avec le son. C'est revenu. Je me suis même demandé si tu étais transformé à un moment donné. Ah ouais, non, ça a bugué grave. Là, c'est bon, là, c'est bon. Putain, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je disais, la traite arabo-musulmane telle que décrite dans les textes, telle que pratiquée par le meilleur des hommes, le prophète Mohammed, et telle que validée par Allah, est une traite proxénète, donc d'esclavage sexuel totalement assumé et immonde, est une traite pédocriminelle, donc on va acheter et vendre des enfants, et si tu veux ton esclave sexuel, son enfant t'appartient, il n'appartient pas à la mère, c'est pas sa mère d'ailleurs, c'est la el Walad, donc elle a un statut différent d'une mère, quoi. C'est pas une femme à part entière, elle n'est pas là pour fonder une famille, elle est là pour produire une richesse pour le propriétaire de l'esclave. C'est une traite extrêmement raciste, on va hiérarchiser les esclaves et les castrer, c'est une traite extrêmement xénophobe, voilà, tout ce qui n'est pas de chez nous, arabes, musulmans, est inférieur et esclavagisable, même un musulman. Et surtout, c'est une traite
complètement assumée jusqu'en 2026. C'est-à-dire qu'il y a une fierté à faire ça. Elle est encore pratiquée au Moyen-Orient. Elle est encore pratiquée dans des pays musulmans comme la Mauritanie, comme en Afrique. Elle est pratiquée, assumée fièrement, parce que c'est un droit d'Allah. Donc c'est vraiment une traite, mais d'une immondice absolue. Alors je ne sais pas s'il faut les comparer. Je pense que la traite transatlantique est également immonde sur plein d'aspects, et que plein d'aspects de la traite musulmane se retrouvent dans la traite atlantique et vice-versa. Mais la traite musulmane était clairement une traite où la vie humaine était une commodité totalement remplaçable. Voilà. Si comparaison il y a, c'est qu'évidemment, dans ces deux épisodes dramatiques de l'histoire, il y a des points communs. Dans les deux cas, il s'agit de la capture, de l'asservissement et de la déportation violente de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, souvent originaires des mêmes régions d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, ces populations ont été déplacées à travers des espaces immenses, dans des conditions extrêmement brutales. D'un côté, à travers un océan de sable, le Sahara, entre le 8e et le 19e siècle. Des esclaves, enchaînés les uns aux autres, de jour comme de nuit, étaient forcés à marcher, convoyés de force, dans les larmes et les cris, et sous les fouets des caravaniers. De l'autre, à travers l'océan Atlantique, entre le début du XVIe siècle et le XIXe siècle, dans ce qui a été appelé le passage du milieu, le passage de l'Atlantique. Des êtres humains serrés par centaines, assis ou couchés, dénudés sur des navires qui étaient de véritables prisons flottantes. Les femmes et les enfants étaient séparés des hommes qui étaient enfermés deux par deux. Quand le climat le permettait, ces humains marchandises pouvaient sortir sur le pont supérieur des navires qui les transportaient pour vérifier leur fer et leur asperger leur corps d'eau de mer. Toutes les 2 semaines, leur tête était rasée et leurs ongles coupés. Les révoltes étaient fréquentes et on compte en moyenne une révolte sur 10 expéditions pour les traites britanniques et françaises. Et ce qui est assez étonnant et qui nous permet d'en savoir plus sur ces deux traites, c'est le parcours de vie de certains de ces hommes ou de ces femmes qui ont pu circuler entre les mondes musulmans et les mondes atlantiques par différents chemins. On connaît par exemple l'incroyable trajectoire de Nicolas Saïd de l'Afrique vers l'Asie, puis de l'Europe vers les Amériques au cours du 19e siècle. Né vers 1636 dans l'état musulman du Bornou, près du lac Tchad, sous le nom musulman de Muhammad Ali ibn Saïd, il est capturé en compagnie d'amis par d'autres musulmans. Le jeune Muhammad est alors âgé de 15 ans. Avec ses compagnons d'infortune, ils doivent traverser le Sahara par la région du Fezzan, le sud de l'actuelle Libye. Il fait une halte à Tripoli, puis pendant plusieurs années, il voyage à travers le Proche-Orient. À partir de Constantinople, il passe sous l'autorité d'un prince russe qui l'amène avec lui à Saint-Pétersbourg, le convertit au christianisme et lui donne son prénom de Nicolas. Après avoir été Ryan, j'ai envie de posséder un blanc. J'en possède déjà une, mais là j'en veux un. Nicolas Saïd Ah, prend finalement un autre chemin et traverse en homme libre l'Atlantique. c'est très demandé, hein, les En blancs. 1863 et 1865, il s'engage dans l'armée de l'Union, l'armée du Nord, contre les sécessionnistes esclavagistes. Ça serait tiré par les cheveux et pourtant ça s'est réellement passé. C'est une histoire qui est absolument folle, réellement esclavagiste. Là, je crois que si on faisait un film, tout le monde penserait que... Attends, juste, il va le présenter comme ça, il parle plus de lui après. Je comprends rien. C'est tout. Ok. C'est bizarre quand même sa structure là. Ouais, c'est parce que c'est genre, il y a incroyable histoire de Nicolas Saïd, tu sais, on te le présente et c'est tout. C'est fini. Vas-y, mais t'es sûr, ok. Bon, bah là, sur un plan académique, je trouve ça nul. Mais bon, peut-être il y a un lore que je suis pas. Peut-être qu'il va y revenir après, on sait jamais. Ouais, c'est ça doit être un Nicolas de Tchekhov. que ça serait tiré par les cheveux, et pourtant ça s'est réellement passé. C'est une histoire qui est absolument folle, et ça nous éclaire pas mal sur les relations entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Ces points communs et ces connexions entre les deux traites ont amené les historiens à vouloir... Non, mais c'est tout, on en a fini avec Nicolas Saïd. Il a oublié un morceau au montage, non? Moi j'étais là, putain, vas-y Nicolas, raconte ta life. Ouais, c'est bizarre. Non, mais il y a des gens qui disent c'est une vidéo de vulgarisation, on va pas développer. Non, mais si c'est une vidéo de vulgarisation, juste mentionne pas Nicolas Saïd. Surtout pour avoir une idée de l'ampleur de ces routes de l'esclavage et du nombre d'êtres humains qui ont été asservis dans ces différentes régions. À partir d'archives très différentes pour chacun des systèmes de traite, deux historiens, Ralph Austen et Olivier Pétré-Grenouillot, ont proposé des estimations. Selon eux, 17 millions de personnes ont été victimes des traites orientales, du Sahara jusqu'à la mer Rouge, en passant par la côte est de l'Afrique. Et plus de 12 millions d'esclaves ont été victimes de la traite atlantique. En voyant ces estimations, et sans chercher à classer laquelle remporte la palme de l'horreur, on pourrait donc se demander pourquoi la traite islamique serait moins connue que la traite atlantique. Et là, vraiment, on arrive aux limites de l'exercice de la comparaison. Déjà, il faut... Alors, franchement, encore une fois, je donne un point parce que il fait l'effort de ne pas comparer. C'est-à-dire, c'est de l'horreur, point final.
Et c'est la seule manière d'approcher le sujet avec respect pour les victimes. Voilà, c'était immonde ce que vous avez vécu, en final. Alors que le musulman, ou même le proto-musulman, le mec qui n'est pas musulman, mais qui veut défendre, fait, non, mais l'esclavage dans l'islam, c'était un esclavage doux, on te castrait, mais doucement, on te nourrissait. Bah oui, putain, si tu ne le nourris pas, l'esclave, il meurt et tu perds ton pognon. C'est complètement con, de faire ça, donc bravo à notre appellant. Tu sais que, mais je pense pas qu'il va en parler, hein, parce que tu parles de castration. Dans la castration, c'est dans les livres musulmans en plus, hein, ces genres de détails sordides. C'est qu'ils castraient les esclaves et en fait 1 sur 3 survivaient. C'est-à-dire que 2 sur 3 crevaient des suites de cette opération sauvage. Et en fait, à cause de ça, ben, le prix d'un esclave castré ben, valait le tiers, le triple, pardon. T'as vu ça où? C'est ça dans les textes d'histoire, je sais plus si c'était Bidayoni d'Ibn Kathir ou Tariq Tabari. Enfin, je peux aller chercher si tu veux. Faut comparer ce qui volontiers, je veux bien une source. Deux périodes qui n'ont absolument pas la même durée. D'un côté, la traite islamique recouvre de 12 à 13 siècles, donc des débuts de l'islamisation de l'Afrique du Nord et de l'Ouest, jusqu'aux années 1920. De l'autre, tout se passe en moins de 4 siècles pour la traite atlantique. Mathématiquement, ça veut dire que le phénomène est beaucoup plus intensif pour les traites atlantiques que pour les traites islamiques. Ensuite, et c'est un point très important. Au-delà d'être intensif, la traite islamique est aussi beaucoup plus immiscée dans la société et beaucoup plus normalisée. C'est-à-dire, est-ce que dans les 17 millions, un enfant d'esclave, c'était aussi un esclave, c'est comptabilisé comme un esclave? Parce que tous les descendants d'esclaves sont des esclaves qui appartiennent au maître comme un objet. Ensuite, il y a aussi des esclaves de force. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on a enlevés de force pour devenir esclaves dans l'armée. Et le troisième point le plus important, c'est que la traite islamique est très peu documentée et pas enseignée à l'école dans les pays d'héritage musulman. Elle n'est pas enseignée. Elle n'est pas enseignée comme une honte, elle n'est pas enseignée comme quelque chose... Sabre, mon pote, pourquoi tu dis cela? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Puisque de toute façon, il y a encore des maîtres et des esclaves dans ces pays-là. J'ai dit quoi? Tu peux pas enseigner la traite d'êtres humains comme un crime, alors qu'on pratique encore la traite d'êtres humains. Pourtant, on ne dispose pas des mêmes archives et des mêmes sources pour chacun de ces systèmes de trafic humain. Pour les traites atlantiques, les historiens ont dénombré un total approximatif de 35 000 expéditions entre 1514 et 1866, pour lesquelles ils ont trouvé dans des registres le nombre d'esclaves embarqués, les équipages, les routes empruntées à travers l'Atlantique. Bref, c'est une mine d'or d'informations qui permet d'avoir un éclairage très net sur ce qui s'est déroulé. Pour les traites vers les mondes musulmans, malheureusement, ce n'est pas aussi limpide. Les négociants d'esclaves et caravaniers qui traversaient le Sahara ont certainement tenu des comptes, mais il ne reste que très peu de traces de ces archives, sauf pour des périodes plus proches de nous, pour le 19e siècle, donc pour la fin de ces traites humaines. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais les deux historiens qu'on a cités là, ils se sont appuyés sur quoi pour évaluer le nombre de victimes? Ils n'ont pas inventé. L'historien canadien, Ralph Austin, a abouti à l'estimation de 17 millions de victimes de la traite islamique. Mais pour obtenir ce chiffre, il ne s'est pas beaucoup appuyé sur ses comptes de trafiquants ou sur des papiers des administrations islamiques locales qui étaient alors rédigés en plusieurs langues ouest-africaines et notamment en langue arabe. Et ça pour une bonne raison, hein, on n'en a pas vraiment avant le 19e siècle. Sa source principale d'information, ce sont donc des écrits européens plus ou moins fiables, comme des récits de voyageurs européens qui ont pu visiter ces régions, mais qui n'en connaissaient pas bien les sociétés, ou alors des rapports de diplomates européens en poste dans le nord de l'Afrique ou au Moyen-Orient. Non, mais il faut aussi rajouter 2 éléments, c'est que l'éducation, l'écriture et l'archivage sont des crimes dans ces mondes musulmans. C'est-à-dire qu'on a des hadiths authentiques où Mohammed interdit de réécrire et de retranscrire par écrit ce qu'il dit. Et même le Coran, il y a une hésitation. Parce qu'il ne voulait pas que les secrets du monde de l'invisible tombent dans les mains de l'ennemi. Alors que maintenant, vous avez l'ennemi, c'est vous avez le Coran dans les mains, vous voyez bien que c'est de la merde. Mais donc, il y a eu une criminalisation, en fait, de l'histoire, d'enregistrer des faits, de garder des traces. Et puis évidemment, il y a le monde aussi. C'est un monde où il y a moins de papier, il y a moins de bibliothèques, il y a moins d'intérêt à ça. C'est des nomades qui prennent et de toute façon, ça sert à quoi d'avoir une histoire, vu qu'après moi, le déluge, c'est la fin du monde bientôt. Donc quand tu avais cette mentalité de demain, c'est la fin du monde à l'échelle de tout un pays, il n'y a pas besoin de chercher à transmettre la connaissance, à transmettre le savoir, à garder des traces. De toute façon, ça se trouve, demain, on est mort, donc pourquoi écrire tout ça? Or, ces rapports diplomatiques sur le nombre d'hommes et de femmes asservis et trafiqués dans ces régions ne deviennent plus précis qu'au cours du 19e siècle, quand ces Européens, et surtout les Britanniques, s'engagent pour l'abolition de l'esclavage dans ces régions. En d'autres termes, le nombre d'êtres humains asservis et déportés pour les traites islamiques, il est très incertain, et ce même historien, Ralph Austin, il avoue lui-même que ces chiffres sont sujets à une marge d'erreur d'au moins 25%. Et dans ce type d'approche statistique, c'est absolument énorme.
Si on analyse de façon très froide et d'un point de vue comptable tout ça, et si on applique cette marge d'erreur de 25%, eh bien ça veut dire que les traites dites orientales auraient fait entre 12,75 millions et 17 millions de victimes. Soit, au minimum, pour un temps pourtant beaucoup plus long, presque autant que la traite atlantique, dont le nombre de victimes est estimé à plus de 12 millions et demi d'hommes et de femmes en 4 ans. Ben dis donc, ça va trop vite. Je suis d'accord. En fait, comme on regarde une vidéo d'Ali Babal qui regarde une vidéo de Nota Bene et qui la regarde en 1 fois 20 ou 1 fois 5, je sais pas. Ça va très vite quand il met en route la vidéo de Nota Bene. Nota Bene. Là, j'ai fait pause sur donc Nota Bene qui dit que la traite orientale a fait minimum 12,75 millions de victimes. On arrondit à 16 millions de victimes en 13 siècles, de 12 à 13 siècles, donc on va dire 13 siècles. Donc 13 millions pour 13 siècles. Et la traite atlantique, 12 millions pour 4 siècles. Voilà l'affirmation que Nota Bene fait. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je ralentisse la vidéo pour quand c'est Nota Bene qui parle? Ou alors il faudra aller directement regarder la vidéo de Nota Bene, mais moi ce qui m'intéresse c'est les réactions aussi d'Ali Babal qui a davantage de lui comme il est de Syrie, il vient de Syrie et qu'il a fait tout ce chemin, il a vécu un peu dans ce monde arabo-musulman et non, oui, Babal, ouais, je suis d'accord. Mais ça va vite c'est difficile à comprendre, ouais, je comprends. Moi, je veux son avis à Babal. C'est pour ça que je fais ça. Moi, je veux son avis. Lui, il a vécu là-dedans, moi non. Moi, la traite atlantique, je la connais, on me l'a enseigné à l'école et tout, mais la traite orientale, on m'en a rien dit. C'est ça en fait. Et j'avoue que j'y connais que dalle. Il y a des trucs qui se disent et des trucs que j'ai pas vérifié, comme la castration, des trucs comme ça. Je sais pas. Le gars là, il a dit des trucs tout à l'heure là, je sais plus qui c'est. Il a dit que que ceux qui étaient castrés, comme il y en avait 1 sur 4 qui survivait, il valait plus cher. Euh, et ça, c'est une affirmation, ok, c'est ce qui se dit. Est-ce que c'est vrai? Moi, perso, je sais pas parce que j'ai pas fait de recherche là-dessus. C'est le sujet. 4 siècles. J'aimerais vraiment vous préciser ici que ce type d'approche, ça laisse quand même à l'arrière-plan les souffrances des esclaves qui sont victimes de chacune de ces traites. Encore une fois, on n'est pas dans une course. Et c'est ça que je trouve assez dérangeant. Mais ouais, c'est très bien. Franchement, c'est très bien de dire ça. Et c'est ça que je reproche à tous les gens qui parlaient de la traite. Encore une fois, bravo de le dire. Hein, c'est bien. C'est ça qu'il faut reconnaître. Et c'est souvent ça qui est problématique dans mes débats. C'est quand je débat avec un musulman, je dis oui, mais le mariage des petites filles. Et non, mais la petite fille est apte. Oui, mais ça occulte le fait qu'il y a des victimes. C'est des victimes, les petites filles, ces mariages forcés. Qu'elles soient aptes ou pas aptes ne change rien. C'est à elle de décider si elle est apte à prendre un coup de bite ou pas. C'est pas à toi de décider si elle est apte à prendre un coup de bite. Parce que toi aussi, en tant que mec, à 10 ans, tu étais apte à prendre un coup de bite dans le cul. C'est pas pour ça qu'on a besoin. C'est une bonne idée de te mettre dans un mariage où tu te prends des coups de bite. Dérangeant dans le fait de comparer. Après, c'est aussi un exercice qui est très utile pour soulever des questions et s'interroger. Et c'est précisément ce qu'on fait aujourd'hui. Un autre historien très important de l'esclavage, c'est Paul Lovejoy. Et lui, il nous a bien averti que la période entre 650 et 1600 était si étendue et les régions concernées par les traites musulmanes si vastes que toute estimation était nécessairement une approximation. Selon lui, durant cette période d'un millénaire, le nombre d'hommes et de femmes asservis et déportés à travers le Sahara, la mer Rouge et l'océan Indien pouvait être estimé entre 3,5 millions à 10 millions d'êtres humains. Le premier problème concerne donc la période sur laquelle s'étalent les deux traites. Le second va nous confronter au problème des archives. Mais il existe un troisième souci avec cette comparaison, et pas des moindres. Parce qu'en effet, l'expression même de traite islamique est problématique. Et oui, parce qu'on peut se poser cette question. Pourquoi choisir de qualifier les traites du qualificatif religieux islamique ou musulman
Quand, par ailleurs, le commerce triangulaire et les traites de l'Afrique vers les Amériques sont présentés comme une traite atlantique et non pas comme une traite catholico-protestante. Non, ça peut tout à fait être envisageable. J'ai déjà répondu pour machin crépou, je peux répondre ici. La traite islamique est islamique, c'est-à-dire qu'elle est revendiquée en tant qu'islamique. C'est-à-dire qu'en tant que musulman, on a le droit de capturer des esclaves, d'acheter des esclaves, de vendre des esclaves. C'est Allah qui nous le demande. Et réduire le genre en esclavage est un élan musulman. C'est-à-dire que c'est Allah et Mohammed qui donnent l'ordre d'aller réduire en esclavage et d'asservir les non-arabes aux arabes et les non-musulmans aux musulmans. Donc elle est par marketing islamique en fait. C'est une volonté des musulmans de faire une traite islamique. Après, que vous voulez l'appeler catholico-protestante parce que c'est une volonté catholico-protestante, moi ça me va. Hein, et c'est ça, la traite islamique, elle est assumée. Elle est tellement assumée que le dernier marché aux esclaves de la Mecque, il a fermé en 1967. Elle est tellement assumée qu'aujourd'hui encore, il y a des esclaves en Mauritanie, qu'il y a des esclaves en Libye, qu'ils achètent et vendent des êtres humains partout dans le Moyen-Orient. C'est une base, c'est une fierté. Elle est islamique parce que c'est l'islam qui se revendique, c'est pas... Ni même une traite latino-chrétienne. On va reposer les choses. Oui, il dit que ça se revendique parce que ça date des années 600 jusqu'à pendant 4 siècles. C'est la période de moment, ça. Donc, ça me paraît logique de... alors, là, on a la... Pardon, hein. Il est con ce téléphone. Ça me paraît... Là, il appelle sur Wikipédia la traite orientale. Nota bene, il veut pas l'appeler comme ça. Appelez-la comme vous voulez, si vous voulez. Mais je veux dire, c'est carrément la période de moment. Et on a carrément des sources. Notamment, je crois que c'est le 9... Coran 9, 173, il me semble. Ou 273. J'ai la source. Qui... alors, j'ai la source quelque part, qui parle tout simplement, voilà, 923, voilà, sourate 9, verset 123. On a le tafsir d'Ibn Kathir qui, avec l'ordre du djihad contre les mécréants. D'abord les plus proches, puis les plus éloignés. Allah ordonne aux croyants de combattre les mécréants en commençant par les plus proches géographiquement de l'État islamique, puis les plus éloignés. C'est pourquoi le messager d'Allah, que la paix est P3DO, quoi, a commencé à combattre les idolâtres dans la péninsule arabique. Voilà, tout est là. C'est que ils sont pas allés jusqu'en France ou jusque je sais pas où en prêchant la bonne parole. Non, c'est ça, c'est littéralement ça. C'est dans le bouquin, c'est revendiqué. Donc on peut parler de traite arabo-musulmane, traite islamique. C'est pas faux. Et tu peux l'appeler la traite orientale si tu veux, parce que ça concerne une vaste zone géographique orientale, si tu veux, mais la traite, les autres termes, traite islamique, traite arabo-musulmane, est complètement complètement validé. Il y a aucun souci. Et l'autre, après, il parle de traite atlantique, transatlantique ou je sais pas quoi. Tu l'appelles comme tu veux. À travers les mondes musulmans, l'esclavage est régulé par les mêmes normes islamiques extraites, notamment du Coran et de décisions de juristes musulmans. On pourrait donc se dire qu'il y a bien une uniformisation islamique de cette traite. Mais ces normes islamiques, elles reprennent en fait d'autres principes du droit romain et de la religion juive sur l'esclavage. On a un autre point beaucoup plus important quand on se confronte aux sources, c'est que c'est compliqué de parler d'une seule traite islamique ou d'une seule traite orientale. En réalité, il existe plusieurs traites, plusieurs commerces d'esclaves d'origine très différentes, et pas seulement d'origine africaine subsaharienne, qui ont alors débouché vers les mondes musulmans et vers les marchés aux esclaves de ces régions. Tout d'abord, on l'a évoqué, il y a les traites des régions subsahariennes, aussi bien de l'est de l'Afrique que de l'ouest de l'Afrique. Ces dernières ont été très importantes.
À ça, il nous faut ajouter d'autres traites au nord des mondes musulmans, notamment d'hommes et de femmes asservis venant du Caucase, dans l'actuelle Géorgie et Russie, qui ont été victimes de trafics importants depuis la période médiévale jusqu'au XIXe siècle. Ces hommes et ces femmes étaient vendus aux maîtres des empires musulmans ottomans et perses, et on estime qu'au XIXe siècle, les Ottomans auraient importé 200 000 esclaves du Caucase. Toujours au nord du monde musulman, la Méditerranée a aussi été une zone d'asservissement et de vente d'esclaves, surtout à l'époque moderne, du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, lorsque des puissances musulmanes et des puissances européennes s'affrontaient sur la mer et que des corsaires s'emparaient d'équipages et de passagers des deux rives pour en faire des captifs et des esclaves. Durant cette période, des centaines de milliers d'hommes et de femmes européens ont été faits captifs au nord de l'Afrique. Le célèbre écrivain Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, en a par exemple fait les frais. Mais c'est la même chose dans le camp d'en face. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes musulmans du nord de l'Afrique et du Proche-Orient ont été faits captifs en Europe. Enfin, si on se concentre sur les mondes musulmans, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique de l'Ouest et au Proche-Orient, on va trouver des musulmans libres, surtout des femmes, qui pouvaient eux-mêmes être asservis ou faire l'objet de trafic, alors même qu'en islam, c'était interdit à un musulman de mettre en esclavage un autre musulman. Dans ces traites internes, des souverains... Ça fait partie des Fin 18e, tu dis Allah passe second devant l'autorité religieuse. Alors que Mohammed, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, Mohammed a dit, il est interdit de réduire en esclavage un homme musulman libre. Mais ça ne veut pas dire que si tu reconnais quelqu'un comme non musulman ou mauvais musulman, tu ne peux pas le réduire en esclavage. La deuxième règle, c'est que si tu as un esclave et qui se convertit à l'islam, tu n'es pas obligé de le libérer. Ça, c'est vrai. S'il y a un enfant, comme le père est musulman, l'enfant est musulman, il appartient au père, donc tu peux avoir un esclave homme musulman. Donc il y a plein de manières de contourner la règle. L'objectif final, c'est pas de respecter la volonté d'Allah. L'objectif final, c'est le pognon. Est-ce qu'on peut se faire du pognon et violer des femmes gratos, qu'elles soient musulmanes ou pas? Ça a des priorités devant la parole d'Allah et du prophète. Parce qu'à la fin, c'est juste un Mais il a raison. de mafieux. Hein. Je sais pas s'il va le dire, mais il y a une source qui dit que si l'esclave fuit son maître, sa prière n'est pas acceptée. Alors, je vais chercher ça vite fait. Si l'esclave fuit son maître, sa prière n'est pas acceptée. Islam sunnite. Alors ça doit être un hadith. C'est un truc comme ça. Le temps que je retrouve dans mes sources, lui il réfléchit. Mais j'avais un truc comme ça, donc ça signifie largement que tu peux posséder des esclaves qui sont musulmans. Oh putain, parmi toutes mes sources... Vas-y, j'ai cliqué sur quoi là encore? Il m'a pas compris, putain. Si l'esclave fuit son maître, sa prière n'est pas acceptée. Putain. Donne-moi le hadith où l'esclave qui fuit son maître, sa prière n'est pas acceptée. Bordel, qu'est-ce qu'il faut pas faire hein? Ah voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Voilà, c'est donc le Sahih Muslim 70, livre de la foi. Alors, on va taper ça. Sahih Muslim 70.
Voilà, bah, ça va être très, très rapide. Voilà, je l'ai retrouvé. Euh, à noter, texte. Voilà, ça va être très rapide. Relativement rapide. Ah, on va dire que c'est relativement rapide. Parce que ça m'a saoulé. Voilà, tout simplement. C'est Momo qui... Jarir Abdullah reported it from the Holy Prophet. Sahih Muslim 70. Tout est là. C'est écrit en anglais, je vous ai fait la petite traduction. Tout est là. Donc, ça n'a pas de sens de dire ah, tu vois un peu? Ouais. J'ai donc il y a écrit Sahih Muslim 70, lorsque l'esclave s'enfuit de chez son maître, sa prière n'est pas exaucée. Donc on est carrément sur un musulman qui est esclave et qui se barre. Et donc Momo il dit bah, ta prière n'est pas acceptée, petit chantage à l'enfer avec la religion de ses morts. Et voilà, donc ce que Nota Bene dit, en fait, c'était faux. Et donc Ali Baba, il a fait la remarque, et je sais pas s'il va la refaire, il va parler de ce hadith ou pas. On continue. Pouvait alors décréter du jour au lendemain que tel ou tel type d'homme et de femme à la peau foncée devait être placé à leur service et parfois même à sa fin. Au Maroc, à la fin du XVIIe siècle, le sultan Moulay Ismail n'hésite pas à recruter de force dans la ville de Fès des Noirs qui étaient parfois libres pour former le corps militaire des Habib al-Bukhari. Et à l'époque, on trouve des savants musulmans qui se sont opposés à cette mobilisation, puisqu'ils voyaient dans ce bluff. Abid al-Bukhari, c'est marrant parce que très souvent on dit l'esclavage dans l'islam c'est doux. Il faut savoir que comment on dit noir dans le monde arabo-musulman, on dit abd, serviteur, adorateur, esclave. Oh Le là quartier des là, Noirs quelle horreur. en Palestine, par exemple, aujourd'hui c'est le quartier des abd. Donc le terme pour dire noir, c'est le même terme pour dire esclave. Juste ça, ça devrait vous donner idée de à quel point la société a normalisé le fait qu'un noir, bah, ce soit un esclave. Attendez, moi je repasse là. On dit abd. Au XVIIe siècle, le sultan Moulay Ismail n'hésite pas à recruter de force dans la ville de Fès des Noirs qui étaient parfois libres pour former le corps militaire des Habib al-Bukhari. Et à l'époque, on trouve des savants musulmans qui se sont opposés à cette mobilisation, puisqu'ils voyaient dans ce bluff. Abid al-Bukhari, c'est marrant parce que très souvent on dit l'esclavage dans l'islam c'est doux. Il faut savoir que comment on dit noir dans le monde arabo-musulman, on dit abd, serviteur, adorateur, esclave. Abd. Le quartier des Noirs en Palestine, par exemple, aujourd'hui c'est le quartier des abd. Donc le terme pour dire noir, c'est le même terme pour dire esclave. Juste ça, ça devrait vous donner idée de à quel point la société a normalisé le fait qu'un noir, bah, ce soit un esclave, un serviteur, un adorateur. Incroyable. Hard. Alors je serais pas, si c'est pas écrit ou je sais pas quoi, je serais pas le redire. Donc dans le monde arabo-musulman, c'est ce qu'il a dit, hein. Ou le monde arabe, je sais plus ce qu'il a dit. Pour dire noir, et le mot est un synonyme pour dire esclave.
Mais putain, mais c'est l'horreur, mais les mecs, oh, putain, mais c'est choquant, mais c'est tellement choquant. Je suis sidéré, je suis sur le cul. Je suis sidéré. Ah, je suis sidéré là. Force une atteinte au principe sacré en islam, selon lequel la condition basique de l'homme est la liberté. Une mobilisation qui ne servira pas à chose. On voit bien, la notion de traite orientale et islamique, elle est trompeuse parce qu'elle donne l'illusion d'un seul type de traite, alors qu'en réalité, il y avait plein de traites différentes qui débouchaient vers le monde musulman. Mais surtout, si on élargit la focale et qu'on prend en compte tous ces traites, on se rend assez vite compte que les hommes et les femmes qui étaient asservis et déportés vers les mondes musulmans n'étaient pas d'une seule couleur de peau. Ils avaient des origines très. Mais je comprends pas où il veut en venir. Euh, il dit ne sont pas d'une seule couleur de peau. Les gens qui venaient de partout, de plusieurs endroits, vers les Arabes. Est-ce que c'est... Je comprends pas. Alors oui, effectivement, ils ont Où il veut en asservi venir? toute l'Afrique, ils ont asservi toute l'Europe. En fait, tout le monde non arabe et non musulman était inférieur et esclavagisable. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde dit ça, mais oui. Donc c'était pas basé sur la couleur de peau, c'était basé sur le fait qu'ils sont des êtres inférieurs sur la base de l'arabité, sur la base de la non-musulmanité. Ouais, Et un voilà. autre point qui dit qui est important, c'est que c'était une traite très diverse et variée. C'est vrai que, en fait, si je devais comparer les deux, j'ai l'impression que la traite transatlantique, c'est quand même quelque chose qui est très industrialisé à grande échelle. La traite du monde musulman, c'est une traite en fait en libre marché. C'est-à-dire que tout le monde pouvait se permettre d'aller à la cueillette aux esclaves tant qu'il était le plus fort, avec la bénédiction d'Allah. C'était en fait juste une légitimation de cette violence mafieuse du trafic d'êtres humains. Et du coup, tout le monde le faisait à sa sauce à petite échelle. Alors que la traite transatlantique, j'imagine qu'il fallait au moins avoir un bateau gigantesque, il fallait avoir une armée. Alors que non, tu pouvais avoir 10 pillards dans le désert et ça te suffisait pour aller piller une petite famille sous sa tente et récupérer en esclavage la mère et la fille, tu vois. Ok. D'ailleurs, les pratiques de Mohammed, à ses débuts, ils étaient 10, 20, 30 et ils allaient voler les affaires des autres. Très diverses. Et là, on a une différence qui est assez marquée avec les traites atlantiques. D'accord, c'est juste, il veut faire la différence, Nota Bene veut faire la différence avec la traite transatlantique. Pourquoi? Euh, Normalement, il devrait arriver à, s'il connaissait un peu comme, c'est pour ça qu'on regarde Babal d'ailleurs. C'est parce que Babal, il dit, ben, il répond à pourquoi c'était un peu c'était différent. C'est parce qu'il procédait de manière différente. C'était donc d'après les Babal, euh, c'était industrialisé avec des gros bateaux, des gros machins. Ils venaient, ils prenaient, ils partaient. Et là, en fait, c'était des petits groupes qui allaient. Tant que t'es musulman et que c'est des non-musulmans, tu peux y aller. On a montré tout à l'heure le, 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 le verset avec le tafsir qui dit que voilà, ce sont les musulmans, expandez-vous quoi, allez attaquer d'abord géographiquement les plus près et après jusqu'au monde romain, etc. Et on sait jusqu'où ils sont allés comme ça. Donc non, eux c'est vrai que ils se limitaient pas juste au noir. Voilà, c'est tout. Dans les traites atlantiques, dès le XVIe siècle, la question de la race est très importante. Ceux qui sont asservis sont de peau foncée, si bien que certains historiens ont même dit que ces traites ont abouti à créer une race noire en déshumanisant des hommes et des femmes uniquement à partir de préjugés négatifs sur leur couleur de peau foncée. Dans les traites vers les régions islamiques, pour simplifier les choses, la question de la religion était aussi importante, voire plus importante encore que celle de la race. Et c'est vrai que même dans ce contexte... Donc il y avait deux critères, c'est ce que je dis plusieurs fois, il a raison. C'était un non-musulman est un esclave d'un musulman, et un non-arabe est un esclave d'un arabe. C'était ça leur hiérarchie. Mais c'est ce que Mohammed dit dans la Sira. Il l'assume complètement. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'au début, il dit aux pillards, si vous m'aidez à prendre le pouvoir, Allah vous donnera des jardins plus grands que l'espace entre le ciel et la terre. Et il fait ça pendant 3 ans et personne ne vient. Et au bout de 3 ans, il dit, si vous m'aidez à prendre le pouvoir, je vous donnerai les femmes et les enfants des polythéistes. Et là, les mecs disent, ok. Oh putain. Et dans un autre hadith, il lui aura promis des blondes. Oui, des blondes aussi, oui, des filles aux cheveux blonds, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est très spirituel, l'islam.
Des hommes et des femmes noirs ont aussi été déshumanisés, convoyés et vendus comme des animaux à partir d'a priori tout aussi racistes. Mais le point commun des hommes et des femmes asservis aussi bien en Afrique subsaharienne que dans le Caucase et en Méditerranée, c'est qu'en théorie, beaucoup d'entre eux n'étaient pas des musulmans, ou alors ils étaient considérés comme de mauvais musulmans. Les traites vers les mondes musulmans ne concernaient donc pas qu'une ethnie ou un certain type de population. En théorie, il s'agit d'asservir des infidèles, c'est-à-dire celles et ceux qui n'avaient pas embrassé la religion musulmane. Aussi bien des infidèles noirs de peau que des hommes et des femmes dont la peau... Miso horrible. Ça, c'est la première grande différence entre les deux traites, et ça vient encore creuser la conduite. En vrai, je suis un peu déçu de faire cette vidéo parce que j'ai rien à réfuter. 90% de ce qu'il dit est correct, c'est en accord avec ce que je sais, et c'est vrai, c'est assez respectueux de la dignité de ces gens qui ont souffert de cette traite. Donc, je pourrais vous finir la vidéo, mais je vous dis, bon, j'espère qu'un jour il va dire un truc faux pour que je puisse réfuter, mais sinon, non, elle est impeccable cette vidéo. Enfin, impeccable. À part l'histoire de l'incroyable histoire de Nicolas Saidi, là, qui je sais pas ce qu'elle parle ici. Ouais, bon, moi je suis pas d'accord avec Babal. Ce qu'il nous apporte, lui, c'est le hard sur, comment on dit en arabe noir, qui est littéralement un synonyme d'esclave. Ça, s'il n'y a pas Babal, non, il faut pas arrêter la vidéo. Il faut qu'il nous apporte des informations comme ça. Il y a que des gens comme, il y a que des gens comme des arabophones qui viennent, qui ont grandi dans ce milieu et qui viennent témoigner, à qui on peut, comment dire, apprendre des choses, on va dire, de ce côté-là. Quand il s'agit de, c'est pas un musulman tout court qui va te venir et qui va te s'auto-balancer que carrément esclave parle est un synonyme pour noir. Donc non, continue Baban. C'est vraiment, ça se sent qu'ils ont tourné genre 2 heures de rush et qu'ils ont fait un montage et qu'ils ont coupé et qu'ils se sont dit vas-y on va la mettre là, c'est ça. Allez, putain, on n'a pas tourné pour rien quand même. L'exercice de la comparaison. Mais on a une deuxième grande différence. Aux Amériques et dans les mondes musulmans, les hommes, les femmes et les enfants qui ont été asservis et déshumanisés n'ont pas du tout eu les mêmes rôles. Vous êtes sans doute nombreux à savoir que les êtres humains qui ont été déportés vers les Amériques, quand ils survivaient aux terribles traversées de l'Atlantique, étaient forcés à travailler dans des grandes plantations et dans les maisons des maîtres de ces plantations. Ces grandes plantations ont d'ailleurs joué un rôle majeur dans le développement du capitalisme occidental, et il y a donc un lien très fort qui a existé entre esclavage, race et expansion du capitalisme moderne entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Dans les mondes musulmans, c'est différent. Alors oui, il y a des économies de plantation à grande échelle, mais surtout à partir du 19e siècle dans au moins 2 régions, dans ce qui correspond avec le Nigeria et dans les côtes de l'Est de l'Afrique autour de l'île de Zanzibar. Mais avant de voir apparaître ces plantations, du 9e siècle au 19e siècle, les esclaves qui viennent d'Afrique subsaharienne, du Caucase ou d'Europe sont forcés d'être employés à des tâches très variées, surtout à des tâches domestiques dans les grandes villes d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. On va les trouver principalement dans les maisons des personnes les plus riches de ces régions, comme cuisiniers ou cuisinières, gardiens, nourrices ou encore jardiniers. Certaines des femmes asservies, qu'elles soient de peau claire ou de peau foncée, pouvaient aussi devenir des concubines de leur maître, c'est-à-dire des femmes exploitées sexuellement par leur maître libre. Elles devaient alors satisfaire les désirs de ces hommes. En fait, concubine, ça n'existe pas, c'est des esclaves sexuels. C'est tout. C'est-à-dire que Mohamed le disait très bien, quand tu peux veiller ton esclave sexuel quand tu veux, tu peux la mettre enceinte quand tu veux, elle ferme sa gueule et tu peux même la prêter à tes potes. Et tu peux l'échanger avec tes potes. C'est-à-dire, toi, t'es là et non, mais c'est mon pote, maintenant tu lui appartiens et j'ai pris notre gonzesse, allez, c'est. Donc c'était vraiment une normalisation totale de la. Je sais pas quel mot le plus horrible je pourrais utiliser. De la dégradation absolue et de l'instrumentalisation des femmes et de leur objectivisation. Vraiment, c'était des ordures totales, hein, les musulmans de l'époque qui pratiquaient ça. Là, vous voyez pas, donc vous pouvez aller voir quand même la vidéo sur Ali Babal, chez Ali Babal, mais il montre des représentations donc d'esclaves noirs, blancs, des esclaves blanches et tout. Donc vraiment, il a promis des esclaves blanches et il l'a fait. Et donc j'ai fait ma petite recherche. Donc il existe des narrations évoquant les femmes des Benu al-Asfar, les Byzantins romains, des Byzantins romains, donc plutôt blancs quoi. Peau claire et blonde, voilà. Lors de la préparation de l'expédition de Tabouk contre les Byzantins, Mohammed aurait dit à Jad ibn Kay ou Abu Wad quelque chose comme « Veux-tu des filles de Benu al-Asfar ?»
Asfar, sors avec nous. Peut-être obtiendras-tu des filles romaines bien blondes au, euh, bien blondes blanches. Voilà. Donc c'est exactement ce que dit Babal. Euh, c'est euh, c'est pour motiver les troupes, quoi. Donc on continue. D'ailleurs, même si elle est mariée, l'esclave, t'as le droit de cuissage sur la femme, même s'ils sont mariés. Oui. T'as un couple d'esclaves qui sont mariés, t'as le droit d'avoir des rapports avec la femme de l'homme. C'est ça. Tu as le droit d'avoir. T'as un couple d'esclaves mariés, tu peux te taper la gonzesse et l'esclave, il ferme sa gueule. Voilà, c'est ton esclave sexuel, elle peut être mariée après le pépin, on s'en bat les couilles. Et ça, c'est dans le Coran. C'est Mohammed qui a fait cette règle exprès. Parce que les gens disaient, mais attends, on va pas se taper des femmes mariées. Mohammed, il dit, si, Allah, il a dit, vous pouvez. Et Mohammed, il met sa bite dans une femme mariée. Et leur donner des enfants. Dans les grandes maisons d'hommes puissants, certains esclaves hommes auront alors pour rôle de protéger la pudeur et de contrôler la sexualité des plus jeunes, et notamment des femmes qui doivent vivre dans ces harems. Ces hommes sont émasculés dans l'enfance, et c'est ce qu'on appelle des eunuques. Jusqu'au 19e siècle, ces eunuques pouvaient être originaires des Balkans. Et à partir du 16e siècle, ils viennent surtout de la région du lac Tchad et de ce qui correspond aujourd'hui pour partie au Soudan. Ah, d'accord. Donc Nota Bene nous disent bien que ils étaient émasculés. Donc qu'il y avait bien des eunuques. Qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? Et à la Nubie, au sud de l'Égypte actuelle. D'autres hommes asservis. Comme disait très bien Montesquieu, les Asiatiques qui font si bien les eunuques pouvaient, eux, être promus par leur maître libre. On a de grands négociants qui pouvaient donner des fonctions à leurs esclaves qui devenaient alors leurs commis et leurs représentants voyageurs. On retrouve des souverains et des gouverneurs qui pouvaient ainsi leur donner Mais des quelle fonctions horreur! de généraux ou encore de trésoriers. Ces hommes devenaient alors ce qu'on appelle des esclaves de gouvernement. J'ai fait un épisode entier sur les fameux Mamelouks, c'est une histoire incroyable et je vous invite vraiment à aller voir. À côté de cet esclavage de gouvernement et de l'esclavage domestique, on trouve un dernier type d'esclavage, l'esclavage agricole. Jusqu'au 19e siècle, il est beaucoup moins développé dans ces mondes musulmans que dans les mondes américains. Mais ça ne reste pas pour autant une partie de plaisir. Alors, il faut comprendre deux éléments. Le premier, c'est que le monde musulman, pendant très longtemps, était un monde destructeur. C'est-à-dire ils prenaient chez les autres. Donc il n'y avait pas besoin d'être sédentaire, il n'y avait pas besoin d'installer de l'agriculture, il n'y avait pas besoin de... Parce qu'il y avait toujours quelque part où voler quelque chose. Et donc s'il y avait de l'agriculture, c'était plus du bétail. Il y avait un peu de lait de chamel, il y avait des moutons, mais c'était toujours, ils allaient à la pêche chez les autres. Donc l'agriculture s'est développée plus tardivement à échelle industrielle parce qu'ils se sont rendus compte il y a des gens, ils nous empêchent d'aller nous défendre chez eux. J'adore cette phrase de Babal. Il y a des gens qui nous empêchent d'aller nous défendre chez eux. Elle me tue cette phrase parce que quand on voit que oui, combattez les mécréants, mais non, mais ça c'est si on te combat de retour, machin. Alors que littéralement les mecs ils sont allés jusqu'en France, ils sont allés attaquer les Romains et tout. C'est un truc de fou. Donc Babal a fait. J'adore qu'il ait trouvé cette tournure de phrase. Difficile, majoritairement dans les OSS. Des humains asservis et des noirs libres ont alors contribué à construire et entretenir des systèmes d'irrigation très étendus et d'une grande complexité dans ces oasis. La culture des palmiers y était particulièrement dangereuse parce qu'il fallait procéder à la pollinisation à la main, c'est-à-dire escalader les arbres munis de cordes, le tout avec un grand risque d'accident, parfois mortel, pour les cultivateurs. Les femmes, elles, triaient les dattes en séparant les bons fruits des mauvais. Dire que les esclaves dans les mondes musulmans n'occupaient pas les mêmes fonctions que les esclaves dans les plantations américaines, c'est pas du tout minimiser la souffrance des esclaves domestiques, des esclaves de gouvernement et des esclaves travaillant dans les oasis. Je dis pas du tout que leurs conditions étaient plus enviables, loin de là, jamais. Ils ont été exploités, ils ont été mutilés, abusés, comme de l'autre côté de la France. Si je prends le temps, en fait. Et c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que dans la traite transatlantique, j'ai l'impression que l'esclavage a été industrialisé. C'est-à-dire qu'il y avait une norme, il y avait une manière de faire. Dans le monde musulman, c'était de la main-d'œuvre dont tu fais ce que tu veux. Il y avait une certaine liberté, tu vois. J'imagine que c'était le cas aussi dans la traite transatlantique, mais j'ai l'impression que c'était plus... et vu que c'était moins à l'échelle nationale, c'était plus des endroits, des groupes de mafieux musulmans qui le faisaient, et ben ça donnait une certaine liberté qui n'était pas nécessairement dans l'intérêt de l'esclave.
Faites Oui, toutes qui les était peut-être que l'esclave avait une condition différente dans. Euh, Tu as acheté Incroyable Coran? Ouais, je l'ai acheté, mais je l'ai pas ici. Où je suis là, je suis pas chez moi. Je l'ai pas ici. Je et j'ai il faut que je le lise encore. Toi, tu l'as acheté, tu l'as lu? Ouais, toi aussi. T'as eu le temps de le lire ou pas? Moi, pour un peu, ah ouais. Moi, j'ai pas du tout commencé. Moi, pour Incroyable Islam, en fait, je m'attendais pas à trouver un livre écrit de cette manière, avec ce ton. Il a reproduit un ton assez sarcastique, j'ai envie de dire, propre à lui-même. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça du tout. Qu'il arrive à reproduire ça à l'écrit dans son bouquin. Mais bon, ça m'a surpris. Euh, Peut-être qu'il fallait pas que je sois surpris puisque c'est Alibaba, c'est comme ça. Donc on disait par rapport à la différence de traitement des esclaves dans la transatlantique et arabo-musulman. Donc Babal dit que en fait c'était industrialisé parce que on va dire, on va simplifier, les occidentaux, eux, ils étaient très euh, ah putain, comment on dit? Sédentaire, c'est ça? Oui, oui, sédentaire. Qui était très sédentaire et donc qui avait des plantations et ils avaient besoin de main-d'œuvre et donc euh, ils avaient besoin d'extrêmement de main-d'œuvre pour travailler à leur place, pour faire travailler à leur place et ils les faisaient travailler jusqu'à l'épuisement, la mort, voilà. Et tandis que mais j'ai pas entendu de trucs démasculinisation, de castration du côté de la traite occidentale. Euh, je me souviens pas de ça. C'est sûr que dans les bateaux, ils devaient pas se sentir bien et arriver à bon port. Au niveau du travail, ils devaient pas, ils étaient pas bien aussi. Euh, mais donc là, voilà, c'est ce qu'il dit Ali Babal. Et la différence, c'est que en fait, donc ils sont, ils sont, euh, ils sont allés dans un but expansif, mais ils avaient pas la même culture finalement, la même façon. Ils étaient plutôt, euh, je sais pas comment dire. Voilà, ils étaient plutôt nomades. Donc, ils étaient plutôt nomades et ça pouvait être juste une poignée de gars. C'est ce que dit Babal, hein. Je répète juste ce que dit Babal, une poignée de gars qui, donc de musulmans, hein, qui sous les ordres de Momo, parce qu'il avait autorisé ça, qui allaient choper quelques gens leur tente, etc. Et après les ramener. Et et eux, c'est comme ils étaient peut-être plus nomades ou je sais pas quoi, ils avaient pas de suite l'idée des plantations, mais ils avaient les serviteurs, des trucs comme ça, et ils pouvaient leur donner, une fois qu'ils leur ont coupé les choses de la vie, ils pouvaient leur donner davantage de peut-être de responsabilité, puisque ils leur avaient fait ça quand même. Voilà.
Je sais pas comment me faire comprendre, mais vu qu'il risquait pas de se reproduire, qu'il risquait pas de faire des trucs avec les femmes musulmanes, ben il pouvait il, il pouvait y aller quoi. Il pouvait peut-être leur donner d'autres fonctions. Détailler tout ça, c'est pour mieux comprendre et souligner une autre grande différence entre la traite atlantique et celle à travers les airs du Sahara. Et cette différence, c'est que les économies dans lesquelles ces humains ont été asservis et forcés, en réalité, elles sont très différentes. D'un côté, on a des économies de plantation qui, dès le XVIe siècle, vont contribuer à l'enrichissement et à l'expansion du capitalisme européen. Et de l'autre, on a des économies domestiques, de gouvernement et d'oasis, qui ont, bien sûr, contribué à l'enrichissement des élites musulmanes libres, mais pas du tout avec la même ampleur. Mais surtout une économie de proxénétisme. J'insiste beaucoup là-dessus. Vraiment, la spécificité de l'esclavage musulman, c'est le proxénétisme. C'est la légalisation d'une prostitution spirituelle halal où les femmes sont des objets vide-couilles qu'on peut posséder. Voilà. Ça ne veut pas dire que la prostitution dans le monde latino-américain, là, comme il dit, n'était pas dégueulasse, hein, c'était horrible d'être une prostituée, mais là, c'était institutionnalisé. Donc Baba la pré-shot ce qu'allait dire Nota Bene sur donc la différence de pourquoi le besoin d'esclaves les différences de besoin en esclaves dans la traite transatlantique et dans la traite arabo-musulmane. Voilà. Nota Bene il l'a confirmé. Et Baba rajoute aussi que c'était aussi vachement pour faire des choses textuelles. Exotéos, j'ai connu une prostituée contente de son taf, lol. Ouais, je veux bien te croire, ouais. Je veux bien te croire. Tu nous dis des choses intimes, toi, dis donc. Moi, je te connaissais pas comme ça, Exotéos. Ok. T'as des précisions à nous donner ou on continue la vidéo? Elle attendait le train, j'étais le dernier client, elle a demandé si je voulais un café. Très sympathique. Et très commerçante. Ok, merci pour ces précisions. On va continuer la vidéo du coup. Si je m'attendais à ça. Avec la même intensité qu'en Occident. Encore une fois, là, on voit les limites de la comparaison, et c'est marrant, si on peut dire, parce que cet épisode que je vous ai fait aujourd'hui, c'est très paradoxal, mais on compare pour justement montrer que c'est difficile de comparer. Non, mais, et tout le fond du problème est là. Pourquoi les gens comparent et là, j'ai quand même une critique à faire. Moi, c'est une question qui m'est venue. Ouais. Parce qu'on n'a aucune information sur l'esclavage musulman. Tu n'as pas besoin de comparer. Pourquoi tu ne compares pas l'esclavage transatlantique avec l'esclavage chinois? Parce que tu ne compares pas. Quand tu parles de l'esclavage transatlantique, tu as des informations et tu donnes ces informations et les gens sont éduqués. Quand tu parles de l'esclavage chinois, tu as des informations, tu connais ces informations, les gens sont éduqués. L'esclavage arabo-musulman il a occulté toutes ces informations. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de regret de cette histoire. Il n'y a pas d'éducation et de devoir de mémoire à cette histoire dans les pays musulmans. Il n'y a même pas de devoir de mémoire en Algérie sur la décennie noire des années 90 à 2000. Dans les années 1975, l'Algérie a littéralement viré 350 000 Marocains. Voilà, ils sont totalement virés du pays parce que voilà, pas envie. C'était il y a 50 ans, 350 000 Marocains déplacés, personne n'en parle. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de devoir de mémoire. C'est pour ça que moi je suis au courant de par l'école, qu'on est au courant de par l'école en France. Parce que moi je suis français en France. C'est par ce principe-là de devoir de mémoire qu'on nous enseigne des atrocités qui ont pu être qui ont été commis par les anciens Français et tout. Les Occidentaux à l'époque et tout ça,
parce que ils ont instauré ce truc de devoir de mémoire. Et donc c'est pour ça que moi je suis au courant de ça, mais que je suis absolument pas au courant de la traite arabo-musulmane. C'est que même eux, ils ne sont pas au courant, en fait. C'est juste des historiens euh, qui arrivent un peu par-ci et par-là et qui nous racontent qui nous racontent ça. Parce que moi la première fois que j'en ai entendu parler, putain, j'avais plus de 20 ans et c'était via un reportage Arte ou je sais pas quoi d'un gars africain qui semblait d'origine africaine euh, qui parlait de ça et qui mais non c'est donc je comprends mieux euh, pourquoi moi je suis au courant de ce que mes ancêtres, ce que les anciens occidents ont fait comme conneries, mais que eux ils ont aucun problème avec pour eux tout est beau, tout est joyeux, tout est parfait quoi. Ils ont jamais merdé dans leur existence, ils ont jamais enseigné pour pas justement reproduire des atrocités, comme nous on nous l'enseigne. Comme il dit, la décennie noire qui était pas il y a pas si longtemps, si j'ai pas des gars comme lui, comme Jack le Fou, des Algériens qui m'en parlent, euh, je, je, je sais pas forcément non. Quoi. Et donc, tu compares pour dire, regardez, il n'y a rien chez nous, mais il y a beaucoup chez vous. C'est après que c'est vous les ordures avec l'esclavage islamique, il est doux. Parce qu'également, il y a un intérêt à défendre Allah et le prophète et leur réputation et leur marketing. Donc, on dit, non, on fait de l'esclavage, mais il ne faut pas en parler. C'est pour ça qu'on compare. Mais des gens sains d'esprit, dans un monde sain d'esprit, on ne compare pas. T'es pris en otage pour comparer. C'est comme moi, je milite contre la circoncision et contre l'excision. Mais pourquoi tu Casus compares? en parle Pourquoi bien? pas? Ah ouais? Je dis, les deux sont ignobles et il faut les arrêter. Les gens comparent parce qu'ils veulent donner une bonne image à l'un par rapport à l'autre. Ils veulent donner une bonne image à l'esclavage musulman par rapport à l'esclavage transatlantique. Ils veulent donner une bonne image de la circoncision par rapport à l'excision. C'est pour ça qu'il y a comparaison. Les gens qui comprennent que tout ça c'est horrible, ils ne comparent pas. Ils t'expliquent ce que c'est. Et là, c'est un gros regret, c'est que tu n'as pas à les comparer. Tu aurais dû faire une vidéo entière sur l'esclavage dans le monde musulman sans prononcer une seule fois les esclavages d'ailleurs. Évidemment, les gens ils viendront, ils te disent, mais pourquoi tu parles pas de la traite transatlantique qui était pire? Mais on s'en fout. Fais une vidéo factuelle, sourcée, complète sur comment les esclaves étaient traités comme de la merde dans le monde musulman. Parce qu'il y a suffisamment de vidéos factuelles, sourcées, sur comment les esclaves étaient traités comme de la merde dans le monde latino-catholico-chrétien. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore une autre. Et Babal se pose la question de pourquoi il continuerait la vidéo et il attend qu'il dit des trucs faux ou je sais pas quoi. Non, ça peut être complètement factuel ce que Nota Bene dit. Regardez ce qu'il rajoute, les commentaires qu'il fait, Babal, parce que justement il connaît le milieu. Moi je peux pas le faire, j'y connais que dalle, je viens pas de là. C'est lui qui vient avec sa connaissance parce que justement il a vécu là-dedans. Il y a que lui il y a que les gens comme ça qui peuvent témoigner et nous informer. Donc tout ça pour dire que euh, ces commentaires sont d'une valeur ont une grande valeur pour moi, même si ouais, il rajoute des trucs et il dit des trucs factuels comme quoi Nota Bene ne rentre pas du tout dans vraiment comment sont traités les esclaves. Il a dit que c'était pour servir dans le commerce, pour plus économique, gouvernemental, etc. Mais il n'a pas du tout parlé de l'esclavage textuel, comme quoi c'était littéralement des objets. Non, il parle pas de ça, Nota Bene. Parce qu'il sait pas.
Grande différence, Baba les deux lycée. types de traite, leur fin et leur disparition. Du côté de la traite atlantique, les puissances européennes, et surtout les Britanniques, ont essayé de mettre fin à ces traites par des politiques d'abolition. En gros, ils ont tenté de convaincre de mettre fin aux ventes d'esclaves, et progressivement, ils ont interdit purement et simplement la possession d'esclaves, aussi bien en Amérique qu'en Europe et en Afrique. Le 19e siècle est donc assez souvent perçu, d'un point de vue occidental, comme le siècle des abolitions. D'après l'historien canadien Paul Lovejoy, la traite transatlantique a été réduite à ce moment-là de plus d'un tiers par rapport au 18e siècle. Mais au sein du continent africain, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Ce siècle, c'est surtout celui du regain des traites d'esclaves à partir des régions sahariennes et de l'Est de l'Afrique. C'est 442 000 Africains de l'Est qui sont vendus dans l'océan Indien. 492 000 autres qui sont forcés à quitter les régions éthiopiennes pour franchir la mer Rouge. Un nombre plus important encore qu'au siècle précédent. Vers l'ouest des mondes musulmans, 1,2 million d'esclaves sont transportés vers l'Afrique du Nord, Égypte comprise, notamment par la vallée du Nil. Alors pourquoi ce regain de la pratique dans ces régions? Dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et surtout au cours du XIXe siècle, des grands mouvements de réforme islamique, des mouvements de djihad, sont lancés suivant des principes moraux et dans une volonté de retour aux sources de l'islam, notamment pour mettre fin à l'asservissement de musulmans par d'autres musulmans. Ces mouvements de djihad vont alors aboutir à l'asservissement et à la vente de non-musulmans, mais aussi, comme on l'a dit, à ce qu'on considère comme des mauvais musulmans. En fait, au moment même où la traite atlantique reflue, l'esclavage devient, aux mains de ses leaders, une arme politique servant à détruire des factions rivales indépendantes. Ça permet aussi de s'emparer d'une main-d'œuvre qu'on peut utiliser comme on veut. Et c'est comme ça qu'on a des milliers d'esclaves qui sont exploités au cours du 19e siècle dans les grandes plantations du califat de Sokoto, qui correspond à l'actuel Nigeria. L'autre raison de ce regain d'esclavage, cette fois vers l'est de l'Afrique, c'est que ce territoire qui aujourd'hui correspond à peu près à l'actuel Soudan est au cours du 19e siècle la cible d'une politique impérialiste égypto-ottomane puis britannique. Le gouverneur ottoman d'Égypte, Muhammad Ali, fort d'une armée modernisée, lance une première vague de conquête en 1820 de la région. Ces premières conquêtes sont suivies du recrutement forcé de milliers de Soudanais qui devaient venir renforcer les nouvelles armées du gouverneur. L'objectif, les mobiliser dans des projets d'exploitation agricole et industrielle en Égypte. Des centaines d'hommes et de femmes périssent alors de faim et de déshydratation en raison de la chaleur sur les chemins qui les amènent vers l'Égypte. Au cours de l'année 1838, on compte près de 10 000 à 12 000 esclaves qui parviennent en Égypte chaque année, dont des hommes et des femmes revendus dans la péninsule arabique et dans les ports de la Méditerranée orientale, notamment à Istanbul. Près de 30 000 individus sont enrôlés de force dans les armées de Muhammad Ali entre 1822 et 1823, sous l'autorité d'esclaves à la peau claire, les fameux Mamelouks d'Égypte. Et au-delà de ces intérêts politiques, il y a aussi un intérêt économique qui est directement lié au développement d'un nouveau marché de consommateurs en Europe et en Amérique du Nord. Le goût pour l'ivoire africain, utilisé notamment pour concevoir des boules de piano ou encore des boules de billard, le goût pour les dattes et la recherche de gains que des esclaves. Comme l'a montré l'historien Matthew Hopper, c'est l'ouverture du canal de Suez en 1869, entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, qui a favorisé l'exportation mondiale de dattes, notamment de dattes omanaises vers les États-Unis, où ce produit devient alors l'une des friandises orientales les plus recherchées lors des festivités de Thanksgiving. Mais ce marché des dattes et des perles arabes s'effondre avec la crise mondiale des années 1930. À ce moment-là, les États-Unis n'ont plus besoin d'importer des dattes arabes, tout simplement parce que les Américains ont développé leur propre culture directement en Californie. De la même manière, selon le rapprochement effectué par Matthew Hopper, l'industrie des perles venues du golfe arabo-persique perd pied elle aussi lorsqu'une industrie de perles de culture est développée au Japon à la fin du 19e siècle. Les esclaves qui étaient alors forcés de cultiver les palmiers dattiers et de pêcher les perles sont renvoyés, ou alors ils fuient vers des horizons meilleurs, sans la moindre aide de leurs anciens maîtres, ils sont livrés à eux-mêmes. On voit bien ces systèmes de traite à travers l'Atlantique d'un côté et à travers le Sahara de l'autre, ils avaient quelques points communs. Mais surtout, ils avaient de grandes différences, à la fois dans les manières de racialiser et de désunir. Encore une fois, c'est un regret. C'est pourquoi tu vas les comparer. Parce que tu es obligé de les comparer. Ils les ont dégagés purement et simplement, en fait. Honnêtement, il a bien fait l'exercice. Hein. C'est un exercice tricky. Il l'a bien fait. C'est qu'on ne peut pas utiliser ses propos pour dire non, mais quand même, l'esclavage musulman, c'est plus tout. Donc, il casse quand même ce plafond de verre. Mais après, ils ne rendent pas service à, justement aux superstitieux musulmans et aux musulmans parce que ils apprennent rien finalement sur l'horreur de leur passé et de comment c'était fait. Et surtout l'esclavage sexuel, c'est ça. Je dirais que c'est dommage. Je lui mettrais quand même un bon 14 sur 20 en comparaison à l'histoire de Crépus. Je lui mettrais un 4 sur 20 ou 5 sur 20. Voilà. Mais je mets 14 sur 20, mais je pense pas que je ferai une meilleure vidéo déjà parce que je suis mauvais en histoire, j'ai pas les connaissances, je parle plus sur la forme du truc. Mais ça reste quand même excellent et ça doit être la meilleure vidéo que j'ai vue qui traite le sujet jusqu'à aujourd'hui. C'est pas dire qu'il y en a pas de meilleure encore. Enfin, qui traite le sujet, qui survole le sujet. Hein, parce que bon, MDR, les messages disparus. Humaniser les êtres humains en fonction J'ai pas compris. Même si dans les fonctions qui étaient assignées aux esclaves. On a donc des historiens. Vas-y. Non, j'allais dire, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il survole le sujet. C'est-à-dire qu'il aurait pu prendre, ne serait-ce que les sources musulmanes, il avait quand même beaucoup plus de détails croustillants. Il aurait pu étoffer un peu sa vie. Mais je pense que c'est voulu, il voulait faire ça. Non, mais je vous sais parce que, quand même, on a des textes qui font des pages et des pages qui sont accessibles en 2 clics sur Internet, de droit islamique par des grands savants de l'islam, qui t'expliquent quelle est la valeur d'un esclave, comment on revend un esclave qui a un défaut, comment on achète un esclave, comment on peut violer un esclave, comment on peut garder l'enfant d'un esclave, comment on peut prêter son esclave femelle à son pote. Juste le fait que dans le langage arabe, on dit esclave femelle, pour dire à quel point ils sont déshumanisés et bestialisés. Tu vois, tout ça, c'est l'histoire de l'esclavage du monde musulman dont personne ne parle.
Et donc ça, il l'a pas documenté, voire pas du tout. Tu sais, tous les textes de loi, là, vraiment, tu vas sur sunna.com, tu les trouves. Est-ce qu'un esclave noir vaut plus ou moins qu'un esclave roux? Combien il faut rembourser quelqu'un si l'esclave que tu lui as acheté, il lui manque une dent? Les hadiths où Mohammed il échange des esclaves blancs contre 2 esclaves noirs. Les hadiths où Mohammed refuse qu'on libère un esclave parce qu'on lui devait de l'argent. Tu vois, tout ça, c'est l'histoire de l'esclavage dans l'islam. Et ça fait des lois. C'est comme si tu disais le code noir, tu vois. Pour comprendre la traite transatlantique, c'est bien de lire le code de l'esclavage aux États-Unis, les règles, comment on coupe une main, comment on coupe un pied, comment on fouette, tu vois. Et ben, ces règles, tu peux les lire pour éduquer les gens sur l'esclavage musulman. Et en ce sens, c'est pour ça que je mets quand même un 14 sur 20. Il y a un effort de survoler, tu vois, mais voilà. Même 14, c'est très généreux. J'ai rien appris. Il y a aussi un pan de l'histoire de l'esclavage islamique qu'il a complètement zappé, qui est la conquête de l'Inde. C'était quand même, selon les textes islamiques eux-mêmes, de leur aveu, c'était quand même la conquête qui a fait le plus d'esclaves, de prises de guerre qui ont fait des esclaves. Au point où certains historiens islamiques, d'ailleurs musulmans, disaient que ça a diminué le prix des esclaves. L'offre était plus grande que la demande. Ouais, il y a eu une inflation. Exactement. Oh putain. Voilà, donc en gros, il a répondu à une interrogation que les gens se demandent, mais qui sert à rien. Est-ce qu'on peut comparer? Et c'est tout. Donc il n'a pas vraiment parlé de l'esclavage dans les mondes musulmans. Il a parlé d'une comparaison high level entre ces 2 ordres-là. On comparait ces 2 systèmes de traite pour évaluer l'importance colossale du nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été déportés. Encore une fois, les gars, je critique. Je pense pas que je ferais mieux. Enfin, si. Probablement que si je m'y mets et que je bosse 3 mois avec des recherches, avec des historiens... Bien sûr qu'il ferait mieux. Il y a 99% de chances que je fasse mieux Mais oui. dans le sens de ma critique. Ben oui, il rajouterait tellement d'éléments. Je fais autre chose, donc je critique, mais merci. Il rajouterait tellement d'éléments, on vient de le voir depuis le début. Il complète les informations de Nota Bene, il en rajoute parce qu'il connaît mieux le truc, le sujet. Il est littéralement né là-dedans. Bien sûr qu'il ferait à 99% mieux que Nota Bene. Il peut aller directement dans raconter des choses et les sourcer. Nota Bene, il connaît rien, il connaît certainement rien au hadith, ce que je suis littéralement en train de montrer à l'écran, et comment a été fondamentalement traité les esclaves à l'époque. C'est les commentaires que rajoute Babal. Donc en fait, il a déjà fait un meilleur boulot que Nota Bene dans une vidéo réaction, puisqu'il a rajouté des commentaires et il a corrigé des trucs, il a corrigé certains trucs. Enfin, il a précisé certains trucs. Merci à lui d'avoir fait cette vidéo. Il faut quand même rappeler que c'est pas un historien à la base, c'est juste un passionné d'histoire. Ah bon? Ouais, de son propre aveu. Bah, moi, c'est pareil, tu sais. Je suis pas un homme à femme. Je suis juste passionné de femmes. N'importe quoi. Et c'est des comparaisons, des dénombrements qui restent nécessaires, selon moi, pour montrer que l'esclavage a été d'une grande violence à travers le monde, qu'il est central dans l'histoire de l'humanité et même dans la création de notre monde dit moderne. Mais ce que nous montre aussi tout ça, c'est qu'il faut faire très attention aux agendas idéologiques et politiques qui sont derrière ces comparaisons. Parce que bien souvent, quand ces comparaisons sont faites, c'est pour insister sur un truc. Les Occidentaux ne sont pas les seuls à avoir asservi les Africains et les Orientaux, et eux aussi ont été impliqués. Ah, ça m'étonnerait qu'ils parlent pas de l'extrême droite française. Ah, c'est dommage, j'ai failli croire. Ça m'aurait étonné. Faire un bon point. Parce que la comparaison, elle est surtout faite pour montrer que l'esclavage musulman n'existait pas, et que même il n'existait pas, et qu'il était très doux. Elle est faite pour ça, la comparaison. Moi, je le sais. Parce que j'essaye d'augmenter le son, de rapprocher, mais... Alors que non, il faut au contraire en faire le constat amer, le reconnaître, et avoir un devoir de mémoire et une... alors, quand c'est Nota Bene qui parle, il faut savoir que je suis en train de regarder une vidéo d'Ali Babal qu'il a postée il y a 9 heures, littéralement, qui est sur Nota Bene. Et quand c'est Nota Bene qui parle, la vidéo est en 1x25 ou 1x5, j'en sais rien.
Et aussi, oui, je l'ai commencé aussi. Eh ben voilà, c'est de ça. Donc j'ai augmenté le son. De toute façon, la vidéo est bientôt finie. De notre histoire immonde. Regarde, mes ancêtres les Arabes, c'est ce que je disais dans un débat avec un Algérien récemment. Mes ancêtres les Arabes sont venus en Algérie. Ils ont assassiné ses grands-parents et violé ses grands-mères. Et pourtant, l'Algérien, il ne le sait pas, et même s'il le sait, il n'en parle pas. C'est grave, c'est vraiment grave. Ça doit être une honte de mes ancêtres, et il faut rendre justice à ses ancêtres, en reconnaissant... Ah, t'as ralenti la vitesse? Ouais, je suis en vitesse normale. De pédocriminalité et de mariage des petites filles, il y a des gens qui viennent, les Marocains, qui me disent « Ma grand-mère a été mariée à 10 ans, elle était enceinte à 11 ans, elle a très bien vécu. » Mais c'est grave, respecte ta grand-mère. Ça se voit qu'elle a été violée dans le cadre d'un mariage pédocriminel. Un minima protège sa dignité en la respectant. D'ailleurs, cette histoire avait tellement choqué un ex-musulman qu'il est allé demander à sa grand-mère, qui a été mariée à 10 ans et enceinte à 11 ans et qui avait des copines qui en sont mortes. Et sa grand-mère, elle a pleuré dans ses bras. Je sais pourquoi elle a pleuré. Parce que pour la première fois de sa vie, en 60 ans, 70 ans, il y a quelqu'un qui s'est soucié des souffrances de son passé, à la pauvre. Et quand je dis des souffrances de son passé, c'était les années 60, 70. Hein, elle est vivante encore, la grand-mère qui a pleuré dans ses bras. Donc comment tu veux rendre justice à toutes ces victimes si toi-même t'es trop lâche pour faire le constat amer de ça? Mais il peut pas le faire. J'ai un agenda politique, moi. Je veux que la vérité éclate au grand jour et que les populations progressent, s'améliorent et reconnaissent les crimes de leur passé pour mieux avancer et ne pas les répéter. Ah, mais Nota Bene peut pas le faire. Juste occulter tout ça parce que Marion Maréchal Le Pen a un agenda politique. Nique Marion Maréchal Le Pen et fait ce travail de mémoire. Les deux, c'est pas aboutir à un vainqueur du plus gros esclavagiste. Cette comparaison, elle doit en rien réduire les souffrances liées aux traites atlantiques et transahariennes, et elle ne doit pas disculper ni les uns ni les autres de ces violences contre des milliers d'êtres humains. D'autant que parmi ces hommes, ces femmes et ces enfants, il y en a aussi beaucoup qui étaient des musulmans. Voilà, j'aimerais remercier Mohamed Waldi, historien et auteur d'un super livre sur le sujet, L'esclavage dans le monde musulman, des premières traites au traumatisme. C'est grâce à lui si aujourd'hui vous pouvez y voir un petit peu plus clair sur ce sujet qui suscite beaucoup de fantasmes. Donc je vous invite une nouvelle fois à aller voir mon épisode sur les Malouks si ça vous... À peine plus clair, hein, franchement. Merci, Nota Bene. On y voit tellement plus clair que j'en ai plus appris en écoutant Babal que Nota Bene, mais c'est pas grave. Anonymous le fou, on voit la France est-elle raciste dans des lives? Pourtant, pourquoi on ferait pas un live? Pourquoi le racisme dans les pays musulmans face au Coran? On pourrait en parler aussi. Ouais, j'ai pas tout compris, mais on pourrait en parler aussi. Donc là, c'était la vidéo 1 sur 2. Il y a la vidéo 2 sur 2, mais je dois arrêter le live ici. Je vais reprendre... je vous... Peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Je sais pas. Voilà, c'était la vidéo 1 sur 2 qu'on a écouté. Vraiment, pour donner mon avis tout simple, je suis désolé, Nota Bene a servi de support juste pour que Babal puisse mieux en parler. Vraiment, c'est comme ça que je ressens le truc. Babal il dit des trucs, Nota Bene dit des trucs, ok, mais ça reste assez survolé. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on écoute Babal, voilà. Donc merci à tous, merci MKH, merci beaucoup, putain, 20 000 j'aime, un truc de fou. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu dis, Anonymous? Le Coran est contre les mécréants. Serait bien de parler de pourquoi les musulmans ne combattent pas cela au lieu qu'ils s'attardent sur le racisme en France. Oui, je crois, si j'ai bien compris, c'est dû au devoir de mémoire. Ali Baba en a parlé tout à l'heure. C'est que nous, en France, on a eu le devoir de mémoire où on nous a expliqué les atrocités commises à l'époque, tandis que eux, ils l'ont pas eu ce devoir de mémoire. Même la décennie noire en Algérie, ils n'en racontent pas dans les livres d'histoire parce que ils n'ont pas ce devoir de mémoire
Et c'est pour ça qu'ils qui peuvent pointer du doigt l'Occident, l'Occident, ils peuvent pointer du doigt sans que, sans comment dire, s'auto-critiquer. Voilà. Et c'est à nous. Eh ben, je te suis, Anonymous le fou, je te suis. Justement, ce serait bien que les musulmans se penchent là-dessus, et s'ils le font envers la France, ce serait équitable. Oui, ils le font envers la France, ils le font envers le monde occidental, la traite transatlantique, il n'y a aucun problème. Et comme ils n'ont pas de devoir de mémoire, ils ne sont, peut-être ils sont même pas ils sont absolument pas au courant. Et tout ce qui circule, c'est que oh c'était pas grand-chose. En fait, ils étaient consentants. Et finalement, comparé à la traite transatlantique, c'était que dalle et tout. Tu vois, c'est un début de réponse. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre participation. Peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup MKH euh, pour 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 toute cette assistance. Je vous dis à plus pour la deuxième partie du live de Nota Bene si on est encore là-dessus. Je voulais aussi finir sur le truc sur ce que dit Ali Babal sur la différence de prix entre les esclaves. Et donc je suis allé sur un site Islam QA, Islam quoi, K, je sais pas. Les Noirs étaient-ils réduits en esclavage alors que les autres ne l'étaient pas? La question c'est, dans le Sahih Muslim, il est mentionné que le prophète a acheté un esclave en échange de 2 esclaves noirs. Dès lors, pourquoi utiliser des esclaves noirs alors que nous sommes tous égaux, indépendants de notre race, et pourquoi réduire 2 esclaves en un esclave pour en obtenir un seul? Eh bien, la réponse, c'est que la valeur la raison de l'esclavage n'a rien à voir avec la couleur de peau, de race, mais on repose plutôt sur ce que les musulmans ont pris aux infidèles. Voilà. C'est juste pour sourcer ce que Ali Baba l'a dit sur le prix des esclaves. Je continue. La valeur des esclaves variait selon leur religion, leur couleur de peau, leurs caractéristiques et leur apparence. Cela reflétait les aspirations et les désirs des individus. En fait, ils voulaient des blanches, ils voulaient des blancs, ils voulaient des blanches surtout. C'est pour ça qu'ils promettaient des romaines là blanches et blondes parce que ils avaient pas ça dans leur coin, donc c'était plutôt rare et ça les motivait pour aller faire des horreurs. Voilà, c'était juste pour sourcer un peu ce que Babal disait. Merci à tous. Merci à tous. Merci à MKH. Super. À plus les gens.